Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci d'être avec nous aussi nombreux pour ce nouveau webinaire de la Chambre de commerce et d'industrie accompagné de la préfecture du Puy-de-Dôme. Vous êtes nombreux aujourd'hui, chefs d'entreprise de toute taille, chefs d'entreprise de toute catégorie et puis des experts aussi, nous avons vu, de la formation. Ce webinaire, un jeune, une solution, l'entreprise, un pari gagnant. Alors, je vais tout de suite passer à la présentation de nos invités. J'ai à ma gauche Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de Puy-de-Dôme. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, d'être avec nous. Vous nous avez aidés à monter ce webinaire. Encore merci. Florent Schmitt, directeur adjoint emploi et mutation à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Merci d'être avec nous. Vous avez un rôle de technicien. Vous allez pouvoir nous aider. Merci beaucoup. Ensuite, on a Antoine Richaud, qui je crois est alternant CAP électricien, avec Marie-Michel, directrice pôle formation et alternance d'un groupement d'employeurs. Ensuite, nous avons Eva Fernandez, qui est alternante à CCI Formation. Et vous accompagnez Viviane Vermorel-Dubreuil, qui est directrice de l'appart hôtel Privilege au Carré de Jaune, je crois. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer d'être pratique. Donc, vous pouvez chatter, n'hésitez pas à nous faire passer vos informations. On aimerait que ça soit interactif. Donc, on compte sur nous, on compte sur vous. Posez vos questions et j'espère que vous comptez sur nous. Monsieur le secrétaire général, peut-être pouvez-vous nous parler des objectifs de l'État avec ce bel outil qui est un jeune, une solution. Merci beaucoup, Monsieur Roche. Comme vous l'avez remarqué, on va faire attention au port du masque et donc seuls les intervenants ne porteront pas le masque par mesure de sécurité. C'est important. Un grand merci à la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir proposé, monté, organisé ce webinaire de manière assez remarquable. Et un grand merci aux 4 interlocuteurs et interlocutrices qui sont présents aujourd'hui parce que pourquoi ce séminaire? Ce séminaire, il est important, ce webinaire, il est important parce que il faut qu'on puisse montrer que le dispositif Un jeune, une solution est un dispositif assez formidable qui fonctionne. Et qui fonctionne non pas parce que les services de l'État, monsieur le directeur en parlera de manière technique, le disent, mais parce que les bénéficiaires, que sont les employeurs et que sont les apprentis et les jeunes de manière générale, le disent eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Un jeune, une solution, c'est un dispositif qui existe. Et pourquoi ça existe? Alors ça existe parce que on a vécu une période assez terrible avec la période de confinement de Covid, qui a impacté évidemment les secteurs économiques, industriels de l'ensemble de la France. Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les mesures France Relance et Plan de relance, qui ont permis de sauver une grosse partie de l'économie. Aujourd'hui, on sort, malgré ces évolutions du virus Covid, on est sorti quand même de cette période de confinement et on a des secteurs d'activité qui ont besoin de recruter parce que les carnets de commandes sont pleins. On a encore hier eu un service public de l'emploi départemental qui a montré qu'il y a certaines entreprises qui ont été percutées de plein fouet par l'épidémie de Covid. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sortent la tête de l'eau, qui ont, comme je l'ai dit, les carnets de commandes pleins et qui ont besoin de recruter. Et de l'autre côté, on a des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont subi également de plein fouet le Covid, qui ont eu du mal à continuer leurs études, à rentrer dans cette phase délicate entre le passage entre les études et puis le monde de l'emploi. Et c'est pour ça que le gouvernement a fait le choix de mettre sur la table une enveloppe de 36 milliards d'euros pour fixer 3 objectifs principaux pour ces jeunes-là. C'est
faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et métiers d'avenir, et accompagner 300 000 jeunes éloignés de l'emploi en construisant des parcours d'insertion sur mesure. Alors, le plan de relance, il y a des mesures qui ont existé, cette boîte à outils, plan de relance et dispositif Un jeune, une solution, il y a des outils qui ont existé, qui n'existent plus, mais il existe encore beaucoup d'outils à la disposition des employeurs et des jeunes qui sont financés, qui existent encore et qu'il faut utiliser pour faire en sorte que ces jeunes sortent la tête de l'eau et puissent aller vers les employeurs qui en ont besoin, notamment sur les métiers en tension. Concrètement, comment ça se passe sur le département du Puy-de-Dôme? En quelques chiffres. Au 17 novembre, on a 7213 contrats d'apprentissage et 1050 contrats de professionnalisation qui ont bénéficié de l'aide exceptionnelle qui est prévue par le dispositif Un jeune, une solution. 1010 jeunes bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de la garantie jeune qui accompagne vers l'emploi les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité et qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation. 680 jeunes bénéficient d'un accompagnement renforcé pour s'insérer sur le marché de l'emploi. 3522 jeunes sont entrés en service civique. 455 jeunes sont entrés en contrat aidé dans le secteur marchand. Et 277 contrats PEC jeunes en 2021, ciblés sur le secteur non marchand. Donc, au-delà de cette longue liste de chiffres qui montrent quand même que le dispositif fonctionne, il faut vraiment se mettre en tête qu'aujourd'hui, le secteur de l'emploi va globalement bien. Les taux de chômage sont plutôt faibles. D'ailleurs, on est un département en région Auvergne-Rhône-Alpes qui fonctionne bien, même s'il y a quelques départements qui sont devant nous. Mais il y a une vraie opportunité aujourd'hui, parce que beaucoup d'employeurs cherchent des employés et de l'autre côté, on a des jeunes qui ont besoin de rentrer dans l'emploi. D'où ce dispositif qui peut être vraiment intéressant pour tout le monde, dans une logique de gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu, grâce aux témoignages et grâce à la technique et au dispositif qu'on peut vous expliquer, témoigner de ce qui marche et surtout répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions par le biais des réseaux sociaux et on y répondra. Voilà. Merci beaucoup. Alors Marie, est-ce que... Non mais ça c'est normal, vous savez, on prévoit quelque chose mais on change en cours de route. Voilà. On change en cours de route. C'était dans l'ordre normalement. Oui, dans l'ordre normalement, mais on va changer. Donc, est-ce que Monsieur le secrétaire général nous explique la partie gauche, la partie droite, et vous, comment vous ressentez votre témoignage à vous? Est-ce que cet outil est intéressant pour vous? Alors pour moi, évidemment, l'alternance est un outil d'employabilité parce qu'il conjugue le fait d'obtenir un diplôme et de développer des compétences. Et c'est ce que, quand j'ai la casquette de recruteur, c'est ce que je recherche, quelqu'un qui a des compétences et un diplôme. Donc forcément, ce système pédagogique, et en plus, est différent. Donc du coup, il est adapté aussi à un public jeune. Vous parlez de personnes qui sont accompagnées en mission locale, qui sont sorties du système classique. Voilà, c'est une formation aussi avec une pédagogie différentes. Donc je pense que oui, bien sûr, c'est une solution très adaptée. Nous, aujourd'hui, on a 170 alternants, un taux d'insertion qui est pour leurs proches de 90%. Donc c'est vraiment ça, c'est simplement c'est pas juste le fait de prendre des alternants pour dire qu'on en a, c'est au final ça marche, il y a 90% d'insertion, un peu plus, les chiffres sont pas encore actualisés, mais voilà, on forme pas juste pour le plaisir de former, on forme sur des métiers où je rejoins aussi, où il y a des besoins, nos entreprises cherchent, et il y a des métiers et c'est ce qui est valorisant et ce qui est chouette, je vais le dire comme ça, pour les jeunes, c'est que il y a vraiment de l'emploi aujourd'hui. Il y a des formations qui permettent un emploi. Voilà. Donc du coup, ça donne du sens. Ces générations-là qui cherchent du sens quand ils se forment, il y a tout pour ça, quoi. Et Marie, est-ce que vous manquez plutôt d'entreprises pour avoir des alternants ou vous manquez plutôt d'alternants? Alors, question difficile. Non, je dirais qu'aujourd'hui, on manque plutôt d'alternants.
Même si évidemment on est prêt à accueillir d'autres entreprises, parce qu'en fait c'est un système qui est valable sur tout type d'entreprise, donc du coup de la petite à une grande entreprise, hein, c'est l'accompagnement sociétal de ces jeunes et de former par l'action, hein, c'est un slogan qu'on entend en ce moment beaucoup, correspond à toute entreprise. Mais si je dirais que la pénurie est vraiment sur les candidats aujourd'hui. Merci Marie. Et vous, Viviane, dans l'hôtellerie, j'ai entendu dire que c'était grave. Alors nous Expliquez-nous. avons, je pense, la première place des fugues. Effectivement, il y a eu beaucoup de modifications de parcours et de changements d'orientation professionnelle sur des personnes qui étaient pourtant bien établies dans leur métier, mais qui, pour une multitude de raisons, souvent familiales, ont découvert une autre façon de vivre et ont choisi bien souvent de se reconvertir, effectivement. Donc nous aussi, nous sommes des métiers très en tension, sachant que l'hôtellerie-restauration, comme certains autres grands corps de métier, a une très forte et très longue tradition d'apprentissage depuis bien souvent le plus jeune âge. C'est vrai. Et aujourd'hui, eh bien, on revalorise aussi tous nos métiers sur des apprentissages d'autres niveaux que peut-être simplement la cuisine, le service, tout en mettant en avant ces secteurs-là qui aujourd'hui sont indispensables à la vie économique de notre pays. La gymnastique est difficile. Merci. Peut-être, vous, monsieur le directeur, quelles sont les aides financières, en fait? Parce que peut-être qu'on ne connaît pas tout de l'autre côté de la caméra. Parlez-nous de ces aides, si vous voulez bien. Oui, effectivement, on est rentré directement sur le prisme des aides à l'apprentissage, effectivement, mais le plan Jeune une solution, c'est une boîte à outils qui est assez complète, on va dire, pour aider les entreprises et les jeunes à retrouver le chemin de l'emploi. Donc on a eu un rapport qui a été communiqué, un rapport d'évaluation du plan France Relance, dont la partie Un jeune, une solution qui a été communiquée en septembre dernier, qui a été rendu public en septembre dernier, et qui faisait état de 2,1 millions d'aides ou d'entrées dans des parcours d'accompagnement ou de formation qui ont été distribués au niveau national, ce qui représente un niveau d'engagement financier de 5,1 milliards. Donc dans cette boîte à outils, on a plusieurs types d'outils. Donc effectivement, comme vous le demandez, il y a des outils d'aide financière pour aider des employeurs à embaucher. Donc une aide qui a été assez plébiscitée par les entreprises et qui n'existe plus depuis la fin du mois de mai de cette année, c'est l'aide à l'embauche des jeunes. Donc ça, c'était une aide qui visait tous les jeunes jusqu'à 26 ans, qui pouvait être utilisée par les entreprises, à savoir une aide de 4 000 € au maximum pour les entreprises qui embauchaient un jeune de moins de 26 ans. Donc les chiffres ont déjà été donnés, donc je ne vais pas revenir dessus sur l'utilisation au niveau du Puy-de-Dôme. Donc ce qui a déjà été évoqué aussi, ce sont toutes les aides exceptionnelles à l'embauche d'apprentis. Donc c'est une aide donc, à l'embauche en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, donc qui peut être de 5 000 € pour des mineurs ou 8 000 € pour des majeurs, donc pour des majeurs jusqu'à 30 ans, et qui peuvent aller sur des niveaux de diplôme assez élevés, parce qu'on a souvent l'image de l'apprentissage pour des métiers de basse qualification, et on peut en fait bénéficier de cette aide pour des diplômes allant jusqu'au bac plus 5. Donc là, c'est une aide très intéressante, à disposition et utilisée par les entreprises, et qui, celle-ci, a été prolongée. C'est-à-dire qu'elle a été prolongée jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Donc les entreprises peuvent encore s'en emparer. Et autre dispositif pour l'embauche des jeunes de manière générale, c'est le VTE vert, le volontariat territorial en entreprise. Vert, puisque c'est une aide qui vise à embaucher des jeunes sur les thématiques de transformation énergétique du modèle économique des entreprises. Une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune dans ces domaines-là, pour aller travailler sur un projet d'entreprise qui veut un peu verdir son modèle économique. Ensuite, sur la boîte à outils, donc là je vous ai fait une présentation des outils qui visent tous les jeunes, et ensuite on a des outils qui visent plus particulièrement des jeunes qui peuvent avoir des difficultés d'insertion. Donc là, on peut rentrer sur des dispositifs donc, pour le secteur privé, dispositifs des contrats aidés, donc les CIE jeunes, les contrats initiative emploi, donc qui permettent d'embaucher des jeunes jusqu'à 26 ans, ou jusqu'à 30 ans pour des personnes en situation de handicap. Donc c'est un dispositif qui est accessible aux entreprises, mais sur la base d'une prescription. C'est-à-dire qu'il faut avoir un organisme, donc Pôle emploi, une mission locale, qui fait un diagnostic sur la situation de cette personne, comme quoi elle a des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale, et peut
prescrire un contrat aidé. Donc l'entreprise peut à ce titre-là donc embaucher ce jeune. Donc l'entreprise doit, dans ce dispositif, il y a un objectif de faire monter en compétence le jeune pour qu'il soit davantage qualifié. Donc l'entreprise s'engage en contrepartie d'une aide publique à désigner un tuteur d'entreprise qui va accompagner le jeune et également à mettre en place des dispositifs de formation. Et en contrepartie, l'entreprise pourra une aide qui est de 47% du SMIC horaire. Donc ça, c'est toutes les aides qui sont en disposition des entreprises pour embaucher des jeunes. Mais sur le plan Un jeune, une solution, il y a tout un volet qui concerne l'accompagnement des jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Donc là, on s'oriente vers des opérateurs du service public de l'emploi. Donc, à premier titre, pour les jeunes, les missions locales, donc, qui ont deux dispositifs que je vais vous présenter de suite. Donc, le dispositif qu'on appelle le PACEA, donc c'est le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi. Donc, c'est un accompagnement individuel des jeunes de 16 à 25 ans qui est composé, donc on oriente les jeunes vers de la formation, vers l'immersion en entreprise avec ce qu'on appelle les PMSMP, toujours un acronyme difficile à dire, hein, la période de mise en situation en milieu professionnel. Et on peut également avoir un accompagnement pour essayer de lever tous les freins périphériques qui peuvent empêcher le jeune d'accéder à l'emploi, que ce soit des questions de santé, de logement, également pour des personnes d'origine étrangère, de langage, formation sur l'apprentissage du français. Donc là, c'est un accompagnement par des conseillers en mission locale et qui peuvent, en fonction des ressources du jeune, apporter une aide financière qui peut aller jusqu'à 497 € par mois. Je vous arrête une seconde, si vous me permettez. Si j'ai bien compris, parce qu'on a ce problème, je suis président du CFA d'Ambert, et on a des jeunes apprentis qui sont donc mineurs et qui ont effectivement, c'est difficile de se loger. Donc, vous me dites bien, si j'ai bien compris, il y a un dispositif spécifique qui permet de les aider dans ce cadre-là au niveau du logement, par exemple. Alors, il n'existe pas de dispositif spécifique, c'est-à-dire que les missions locales, les conseillers essaient d'utiliser tous les leviers à disposition via des politiques publiques de différents ministères pour essayer de résoudre des problèmes, notamment de logement, mais ce n'est pas un dispositif spécifique, c'est-à-dire qu'ils vont taper à la porte des ministères compétents sur les questions d'hébergement, logement, pour essayer de trouver des solutions pour des jeunes qui ont cette difficulté, qui peut être un frein à l'accès à l'emploi. Donc, au dispositif qui est une phase un peu plus avancée et plus poussée de l'accompagnement mené par les missions locales, c'est le dispositif de la garantie jeune. Donc c'est vraiment une modalité élargie, approfondie du PACEA. Donc là, on ajoute une phase de formation collective de 4 à 6 semaines en début, sur un parcours au total d'1 an. Donc on a des ateliers collectifs qui concernent la posture, les comportements face à des professionnels, des aides sur la recherche d'emploi, et toujours un accompagnement individuel des jeunes avec ensuite des mises en situation professionnelle. Donc ce sont pour des jeunes de 16 à 25 ans qu'on qualifie de NEET dans le langage administratif et européen, qui sont ni en formation, ni en stage, ni en emploi. Et pour ces jeunes, c'est y compris comme pour le PACEA, c'est-à-dire c'est une aide qui peut aller jusqu'à 497 € en fonction des ressources du jeune. Et enfin, dernier dispositif d'accompagnement pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, c'est ce que j'appelle ce qui est mis en place par Pôle emploi, donc l'AIJ, l'accompagnement intensif des jeunes, qui est également une modalité d'accompagnement des jeunes en difficulté d'insertion, donc jeunes demandeurs d'emploi, et un accompagnement 3-6 mois qui vise à accompagner les personnes demandeurs d'emploi sur les techniques de recherche d'emploi, sur le décryptage des attentes des recruteurs ou la préparation d'entretiens d'embauche. Et on peut également avoir une aide financière dans ce cadre-là. Je vous remercie. Eva, je crois que vous êtes en formation à CCI Formation. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, les difficultés rencontrées éventuellement ou pas? Alors, moi, je viens d'un bac général de base, donc j'ai fait un bac littéraire pour ensuite me rediriger vers une mise à niveau en hôtellerie, puisque c'était un milieu qui m'intéressait, puis l'hôtellerie a normalement une forte employabilité, donc je me voyais tout de suite intégrer un poste après mon BTS. Et après réflexion, après ce BTS, je me suis dit pourquoi pas continuer les études pour aller jusqu'à un bac plus 3, puisque la formation que je suis actuellement en train de faire à la CCI Formation, c'est une formation de responsable d'établissement touristique en hôtellerie et restauration.
Donc c'est une formation qui va permettre d'accéder à un diplôme plus ou moins d'assistanat de direction. Et donc moi, je me suis dit pourquoi pas le faire en alternance, puisque c'est surtout la crise de la Covid qui m'a poussée à faire ce choix, puisque il y avait tous ces problèmes autour de l'emploi. Donc il y a eu aussi le gouvernement qui a informé la population sur les aides remises en route, etc. Donc c'est vrai que ça m'a poussée à chercher une entreprise et j'ai trouvé mon bonheur après Village. Parfait. Merci beaucoup. Alors je vois que nous avons une question d'une participante. Est-ce que le plan Un jeune, une solution peut permettre aux jeunes de changer de filière? Je crois que ça s'adresse à vous. Alors effectivement, dans le plan Un jeune, une solution, il y a toute une partie qui concerne un accroissement des moyens dédiés à la formation, notamment la formation des jeunes, donc avec ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, donc qui préexistait avant la crise sanitaire, avant le plan Un jeune, une solution, et qui a été renforcé, comme dans beaucoup de dispositifs finalement du plan Un jeune, une solution. C'est des dispositifs qui avaient déjà fait leur preuve avant et les renforce, donc c'est un plan qui est mis en œuvre par Pôle emploi, et donc qui permet d'aller se former sur des domaines particuliers. Donc le plan d'investissement dans les compétences, quand même, il avait été fait le choix de quand même d'orienter les formations sur des métiers porteurs. Donc ça serait effectivement changer de filière, mais pour avoir une formation sur des métiers porteurs. Et actuellement, on se rend compte que les métiers porteurs, c'est principalement sur effectivement des métiers en tension. Donc on reboucle avec l'actualité qui a été présentée précédemment. Donc il faut effectivement aller pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'orienter vers Pôle emploi pour voir quelles sont les formations qui sont à disposition sur ces métiers porteurs. Si vous me permettez, Monsieur Roche, je crois qu'on a un exemple probant de changement de secteur, de filière, grâce à Monsieur Richaud. Oui. Alors moi j'ai commencé assez tôt à travailler, donc à l'âge de 15 ans, où j'ai pu commencer ma première alternance, donc en commençant avec un CAP en boulangerie. Donc j'ai développé j'ai pu acquérir plusieurs diplômes, donc ma mention complémentaire et mon BP. Et au cours de mon BP, je suis tombé allergique à la farine, donc pour cause de maladie professionnelle, j'ai dû arrêter et me réorienter dans une nouvelle voie. Donc justement avec l'aide de la mission locale qui m'a aidé à retrouver une voie, un domaine où je pouvais exercer et me évoluer. Et donc en cherchant des offres, je suis tombé aussi chez EPI qui m'a proposé des entreprises d'électricité. Parfait, je pense qu'on a dû répondre à la question de notre participante. Et sinon, bien sûr, chatter pour qu'on puisse être plus précis. Et bien voilà, ça chatte. Donc la question suivante, est-ce que les organismes comme EPI ou CCI Formation peuvent aider un jeune à trouver la filière qui lui correspond? Alors, on a une baguette magique. Non, c'est pas vrai. Juste, effectivement, on connaît une multitude de métiers. Donc ça, c'est déjà intéressant pour orienter un jeune. On a des compétences dans le recrutement, dans l'accompagnement, je vous disais presque de 50 entreprises, donc des métiers vraiment divers. Et aussi, on interroge les jeunes. Donc, on essaye le plus possible d'être en l'adéquation entre l'offre et la demande. Mais c'est difficile de répondre à cette question, tout dépend aussi le jeune. Voilà, quand Antoine est arrivé, effectivement, il savait qu'il voulait un travail manuel, il savait qu'il voulait un travail technique, il avait déjà fait un travail effectivement de connaissances et d'informations auprès de la mission locale. Là, derrière, c'était plutôt d'aller voir quel était le niveau de formation qui était intéressant pour lui, par où il devait repasser, parce qu'effectivement, il vient de dire qu'il avait fait un BP, donc il avait déjà évolué au niveau des strates de formation, mais là c'était de dire vaut mieux repartir peut-être sur un CAP pour conforter les compétences en électricité et ensuite évoluer. Donc on l'a accompagné plutôt dans un parcours et sécuriser son parcours plutôt que de dire, je dirais qu'il y a des gens qui sont dans l'orientation, hein, c'est pas forcément notre cas. Après nous on écoute, on adapte et on met en corrélation. Ma casquette de coach fait que je suis aussi capable de dire voilà, mais c'est voilà, chacun. J'ai une connotation entreprise et besoin d'entreprise quand même moi. Si je peux me permettre, pour répondre à cette question, il y a un dispositif qui est fortement utilisé. Enfin, nous en tout cas, on est aussi à disposition en corrélation avec la mission locale de Clermont-Ferrand et on est très souvent sollicité pour la formule PMSMP qui leur permet effectivement sur une très courte durée
de venir dans le monde de l'entreprise, de découvrir un métier et de savoir si oui ou non ils sont adaptés ou pas à ce métier-là. De se rendre compte quelle est la réalité derrière le mot ou un titre sur un métier. Nous, on le voit par exemple au niveau de réceptionniste. La réceptionniste, dans l'esprit collectif, c'est ou un garçon ou une fille, hein, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est toujours au contact du client, souriant, qui va lui donner une clé, qui va lui indiquer où aller se promener, un restaurant, alors que derrière, il y a une multitude d'activités très administratives. Et puis, il y a les langues étrangères. Et là, on les met face à la réalité d'un poste, et derrière, eh bien, pendant 15 jours, voire un mois, ils sont au cœur même du métier. Et bien souvent, soit ils disent effectivement, ça me correspond, et après la mission locale et les services de l'État vont les aider à trouver une formation et éventuellement un employeur, ou non, en fait, moi je ne veux pas passer derrière un écran pour répondre à des mails, pour faire des tableurs, pour analyser des chiffres, c'est pas ce que je cherche. Donc il y aura à nouveau une reconversion vers mission locale qui trouvera une autre adaptation peut-être plus proche du souhait du jeune. Et c'est une formule qui mérite vraiment d'être mise en avant parce qu'elle évite des engagements sur du long terme et des désillusions. Et c'est vraiment un dispositif important qui est fort méconnu par contre. Je vais me permettre de compléter. Effectivement, c'est un dispositif qu'on utilise beaucoup, nous aussi, sur des périodes, sur des publics de reconversion aussi, parce que c'est ce terme barbare, c'est en clair un stage en entreprise, mais qui permet de s'immerger dans le métier, mais s'immerger aussi dans les valeurs de l'entreprise, parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes modes opératoires, les mêmes clients, les mêmes valeurs. Et donc, du coup, ça permet vraiment aussi de prendre cette réalité. C'est très facile à mettre en place. Oui. Avec nos partenaires, les prescripteurs, c'est facile. Ça vient compléter aussi des formules de stage. Et c'est effectivement, je n'avais pas pensé à cette notion de découvrir des métiers, c'est aussi quelque chose, nous, qu'on met de plus en plus en place et où on invite nos entreprises à ouvrir leurs portes de plus en plus. Parce qu'il y a les visites d'entreprise, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment vivre le métier, même s'ils sont en observation, c'est quand même bien apprécié. Voilà. Peut-être si on avait des phrases clés à noter, je pense que cette idée-là est importante, notamment pour les jeunes qui, quelquefois, peuvent être perdus et qui vont suivre ce webinaire, soit maintenant, soit plus tard, sur les sites de Pôle emploi, de la CCI, etc. Il y a un acteur essentiel qui existe depuis très longtemps et qui est en lien avec les jeunes, qui fait le lien avec les jeunes et avec le monde des employeurs, ce sont les missions locales. Donc, s'il y avait un message à passer aux jeunes, c'est franchissez le seuil, poussez la porte des missions locales. Vous y trouverez des gens compétents, des gens motivés et des gens qui pourront vous orienter. Il y a des périodes dans la vie où on peut être perdu, notamment quand on sort d'une formation qui ne nous a pas plu, ou des choses ou perdu dans sa vie personnelle, etc. Si on veut en sortir par le haut, trouver un emploi, etc., etc., les missions locales sont là pour ça. Vous y trouverez des gens hyper compétents, hyper motivés, qui vont vous aider dans beaucoup de secteurs, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, une question d'un participant. Vous avez évoqué les métiers en tension. Est-ce que vous pouvez en parler plus en détail? Peut-être pour vous, les métiers plus en tension, monsieur le directeur? Donc, effectivement, la question des métiers en tension est quelque chose qui a été pris en compte par le gouvernement, puisque le gouvernement a annoncé, suite au plan Un jeune solution, d'un nouveau plan pour répondre à cette problématique particulière qui a été annoncé par le Premier ministre le 27 septembre dernier, qui vise à résorber les tensions de recrutement dans certains métiers. Donc pour ces métiers en tension, comment est-ce qu'on les repère? Donc on a plusieurs études qui sont à notre disposition. Donc une étude de Pôle emploi qui s'appelle la BMO, l'étude besoin en main-d'œuvre, qui va vers les chefs d'entreprise pour avoir un sondage par ces chefs d'entreprise pour savoir, au niveau national, mais également département par département, quels sont les métiers qui recrutent beaucoup, quels sont les métiers pour lesquels il y a des difficultés de recrutement. Et ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. On a également une étude de la DARES un peu plus complète qui nous permet effectivement d'affiner
ces repérages en nous indiquant pour les métiers en tension quels pourraient être les facteurs à l'origine de ces tensions, soit un problème d'adéquation géographique, adéquation compétences des demandeurs d'emploi avec les compétences demandées par les entreprises. Donc pour être plus précis sur le département du Puy-de-Dôme, et on ne fait pas exception par rapport au niveau national, les métiers qui recrutent énormément en ce moment donc, sont les métiers effectivement dans l'hôtellerie-restauration. On a également les services à domicile et services à personne. On a eu une action récemment qui a été menée avec Pôle emploi, donc État Pôle emploi, une semaine sur les métiers des services à domicile pour aller au plus près des territoires. Donc dans chaque arrondissement, on a mené des job dating, des présentations des métiers. On a fait venir des salariés de ces structures-là pour présenter à des demandeurs d'emploi et à toute personne qui pouvait être intéressée par l'événement quelle était la réalité concrète du métier, puisque c'est vraiment des métiers en forte tension. Donc on a également des tensions dans d'autres métiers, mais des fois parfois sur des volumes de recrutement moins importants, du fait qu'on ait moins de compétences, dans des métiers très techniques parfois. Dans la maintenance industrielle, on peut avoir des difficultés de recrutement qui sont sur des volumes moins importants effectivement, ou également dans d'autres métiers, mais la liste pourrait être assez longue, parce qu'en ce moment c'est un constat qui est dans beaucoup de secteurs d'activité. Peut-être, si vous me permettez, M. Roche. En complément de ce qui vient d'être dit, il y a tous les dispositifs qui touchent à l'emploi, au travail, etc. Et on en a parlé dans une grande réunion, c'était quand? C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier. Présidée par Monsieur le Préfet, avec l'ensemble des fédérations, etc. Service public de l'emploi départemental. Il faut dire que le monde du travail et le monde de l'emploi, c'est le monde de l'activité économique. Et c'est ça qui fait vivre notre pays. Donc il faut que tout le monde se mobilise pour faire en sorte que les secteurs économiques et industriels de notre pays fonctionnent. Et fonctionnent en fonction et qu'on lutte contre les difficultés qu'on peut rencontrer. Les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est on ne trouve pas de candidats sur certains secteurs. Et ces métiers en tension, comme vous l'évoquiez, ça doit être la problématique de tous. Pas seulement des employeurs, mais aussi de l'ensemble de la sphère publique. C'est pour ça qu'on va travailler localement avec les élus, avec tous les acteurs publics, pour essayer de voir localement quels sont les leviers qu'on peut actionner. On prend le cas des saisonniers. Est-ce qu'on peut voir avec les maires si on ne peut pas mettre à disposition des saisonniers un certain nombre de logements peu chers, etc. Donc c'est toutes ces solutions qu'on doit apporter collectivement grâce à des dispositifs nationaux, des dispositifs locaux portés par tout le monde pour trouver des solutions. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse aussi motiver notamment les jeunes dans le cadre de ces métiers-là, parce qu'on peut faire carrière et on peut très bien vivre et on peut s'éclater dans ces métiers-là. C'est exigeant, ça demande du travail, mais c'est un peu pour ça qu'on est fait. C'est quand le travail est fait, qu'on a accompli une bonne journée de travail, qu'on est content de soi, qu'on dort bien et qu'on arrive au final à vivre correctement, dignement. Voilà. Monsieur le secrétaire général, je pense que les chefs d'entreprise doivent penser comme moi. On est très content que l'État parle de manière aussi claire. Merci beaucoup et aussi pragmatique. Viviane, tout à l'heure, on parlait de baguette magique. Alors, si on avait un bout de baguette magique, on a les représentants de l'État qui sont prêts à faire remonter de l'information. Vous, dans l'hôtellerie, hein, qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Y aurait-il des choses à suggérer? On peut commencer à faire la liste tout de suite. Alors, la liste, elle est sans fin, mais c'est l'acteur majeur. Les entreprises sont prêtes à recruter, je pense. Ça, c'est un véritable point positif. En tant que vice-présidente du club hôtelier, nous avons mis en place 21 postes d'alternants sur l'ensemble des établissements dans le club hôtelier. Et sur ces 21 postes, aujourd'hui, nous en avons 3 de pourvus. On a monté un programme avec la MFR de Vernines pour créer des formations totalement adaptées où on répondait aux problèmes de logement, puisque la MFR de Vernines permet de loger pendant la période de formation en centre et d'être également nourri sur place. Aujourd'hui, on se rend compte que la vraie demande, elle n'est pas des professionnels, elle est plutôt de trouver effectivement en face des profils. Alors, pareil, on ne leur demande effectivement pas de tout savoir puisqu'ils viennent en apprentissage. C'est un petit peu cette notion-là qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on est parfaitement conscient qu'un apprenti n'est pas un salarié, avec toutes les connaissances et toutes les compétences
qu'il va acquérir au cours de son année ou de ses 2 ans. Et c'est seulement après, à ce moment-là, soit il continuera en apprentissage où il évoluera sur un diplôme supérieur, soit il fera tout à fait dans l'employabilité. Ce que je voulais également dire tout à l'heure, on en parlait en aparté, c'est qu'aujourd'hui, il faut démystifier l'apprentissage. Le dernier apprenti qui est parti de chez nous juste avant l'arrivée d'Eva est un jeune homme qui a fait son cursus universitaire en France, qui venait de l'étranger. Ce jeune homme avait un Master 2 en sciences de la météo, enfin quelque chose d'improbable, et bien sûr pas d'emploi. Et pour financer ses études, il avait un petit peu travaillé chez nous de temps en temps, et voilà, il est venu poser la question, est-ce que je peux faire un apprentissage en réception? Quand vous avez en face de vous un jeune qui a 27 ans, qui a un Master 2, qui a un certain niveau, vous lui dites, mais moi je vais vous proposer un titre professionnel. Oui, mais derrière j'aurai un emploi. Il a fini le 1er octobre. On l'a gardé avec difficulté pour quelques jours d'intérim pour pouvoir le remplacer sur son poste. On avait anticipé, mais avec la difficulté de recrutement, ça a été plus long que prévu. Aujourd'hui, il a intégré un poste avec, je crois, un CV, un entretien. Il est à Lyon, dans un hôtel Mercure, dans la foulée. Et sa carrière, elle va se construire ainsi. Et effectivement, dans beaucoup de métiers, on ne se rend pas compte du marchepied qu'est l'apprentissage. Et quel que soit son niveau. Tout à l'heure, vous parliez de changer de filière. C'est aussi une sorte de changement de filière, effectivement. Et je crois qu'il ne faut pas rester en se disant, j'ai un master, je ne veux pas repartir sur un apprentissage. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ce message-là qu'on doit leur faire passer. C'est comment trouver un emploi qui vous correspond, dans lequel vous allez être bien et dans lequel vous allez apporter à l'entreprise et où l'entreprise va vous apporter aussi. Et puis, socialement, vous allez avoir des collègues, vous allez rencontrer des clients, vous allez vous mesurer à une autre façon de vivre. Et là, ils vont découvrir la vraie vie. Voilà, c'est ça, surtout. Bon, on est plein de... On a vraiment envie que ça fonctionne, donc c'est vrai qu'on est intarissable, mais... Peut-être qu'Eva ou Antoine pourraient crier à leurs collègues de jeunesse. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils rejoignent l'apprentissage, pour qu'on arrive à pourvoir ces postes? Moi, je peux peut-être un petit peu en parler, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience dans l'apprentissage. J'en ai fait 2 fois dans 2 domaines différents. Et c'est vrai que c'est super pratique parce qu'on est en contact direct avec son chef d'atelier ou la personne qui y travaille, comparé à certains niveaux d'études où on a beaucoup de théorie et pas forcément de pratique, et ça allie les deux et c'est vraiment intéressant, et ça nous intéresse, on se sent beaucoup plus impliqué dans le boulot et dans l'apprentissage. Oui. Alors personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, puisque moi je me suis jamais sentie aussi investie, si je puis dire, dans une formation que depuis que je fais de l'apprentissage. Et je me dis que j'aurais peut-être dû essayer plus tôt pour voir vraiment ce qu'est la vie professionnelle avant. C'est peut-être un regret de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais l'apprentissage, ça apporte vraiment beaucoup de choses, tant par la formation à côté que par la formation justement qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Merci. Alors je témoigne, on n'a acheté personne. Alors, je vois une autre question. Quelles sont les modalités pratiques pour bénéficier du plan? Comment ça se passe pour déposer un dossier? Alors, pour cette question, pour chaque dispositif, ça va être long et fastidieux, je pense. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de vous renvoyer quand même vers le site Un jeune, une solution. C'est-à-dire qu'il y a un site qui a pour vocation donc, de recenser tous les dispositifs avec des entrées pour les jeunes, pour les employeurs, et qui donne toutes les informations sur les modalités pour pouvoir bénéficier des aides. Et de surcroît, ce site permet aussi de recenser toutes les offres d'emploi, donc c'est une sorte de place où on retrouve toutes les offres d'emploi à disposition des jeunes, et également recense tous les événements de recrutement au niveau de la France. Et c'est plutôt interactif, plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'en fonction de sa localisation, c'est un moteur de recherche qui nous permet d'accéder à toutes les informations pour son département, et on a la visibilité sur les offres d'emploi, sur les événements, et pour les employeurs aussi bien pour les jeunes, sur les dispositifs et les modalités pratiques pour
y accéder. Donc c'est unjeune.gouv.fr. Ah bah c'est sur, Alors, la technique, monsieur le secrétaire général, l'intelligence artificielle, il suffit de parler et vous voyez le tableau se remplit automatiquement. La technique, c'est merveilleux. Enfin, merci quand même à la technique hein, derrière l'écran. Merci à vous. Donc, vous avez effectivement Jeune Solution, vous avez l'adresse ainsi que celle de la mission locale dont on parlait tout à l'heure. On revient peut-être encore vers vous, les jeunes, si vous voulez bien. Est-ce que c'est vraiment facile de partager son temps entre l'entreprise, la formation? Ça peut paraître lourd. On préfère peut-être sortir ou que sais-je. Est-ce que vous ne faites pas trop d'heures? Alors c'est vrai qu'au niveau de l'alternance, il y a vraiment beaucoup de rythme, puisque ça dépend de l'alternance, puisqu'il y a certains jeunes qui sont un mois. Enfin, il y a plein de modèles. Voilà, il y a plein de modèles différents. Personnellement, je suis sur un modèle de 3 jours de cours à la CCI formation toutes les 1 semaine et demie à peu près. Et que ce soit moi ou mes collègues de formation, ça nous convient. On arrive à séparer le temps entreprise et le temps formation en sachant que personnellement, je garde toujours en tête qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Est-ce que je leur manque pas? Tous les jours. Voilà, mais c'est vrai que on arrive quand même à séparer le travail avec de la volonté, je pense. C'est quand même du travail. Moi, si je peux rebondir sur le sujet, en ce qui nous concerne, le choix de la façon dont se passe l'alternance et le temps d'absence de l'alternant de l'entreprise pour aller en cours est très important. C'est-à-dire qu'une alternance, comme le dit Eva, 3 jours, oui, c'est 3 jours tous les 15 jours, sauf à Noël, là, où vous allez nous manquer beaucoup, puisqu'il y a les 2 premières semaines, il y a des formations, et après, c'est les fêtes de Noël. C'est important. 1 semaine, voire 2 semaines en entreprise, 2 semaines en alternance, on perd un peu le fil. On s'en est rendu compte en ayant plusieurs processus. Quand l'alternant est éloigné trop longtemps de l'entreprise, une entreprise, elle bouge tout le temps, il se passe tout le temps quelque chose. Et s'il doit refaire un effort de réapprentissage, de reconnaissance à chaque fois qu'il revient, effectivement, là, je pense qu'à un moment, ça peut lui faire perdre pied. Donc, j'encouragerais les centres de formation à étudier un petit peu ce rythme d'alternance de façon à ce qu'il y ait un bon compromis entre l'école, enfin le centre de formation, on va dire, et la présence en entreprise. Et un peu de souplesse également, ce qui n'est pas forcément tout le temps possible. Mais voilà, ça serait peut-être l'idée générale. Et je pense que même pour les jeunes, le fait, comme disait Eva, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un petit regard. Les réseaux sociaux sont là aussi pour alimenter tout ça, puisque il y a des publications, ils restent en contact quand même avec leurs collègues de l'entreprise. Donc automatiquement, je dirais que l'apprentissage, ça peut être aussi démontrer qu'ils se considèrent comme des membres à part entière de l'entreprise. Et c'est ce qui est hyper important pour nous. Ils ont la culture de l'entreprise qui commence à les grignoter et à leur cheviller au corps. Et ça, c'est fabuleux. Voilà. Ne remettez pas le masque, ne remettez pas le masque. En fait, cette prime de 5 000 € ou 8 000 € selon le cas, est-ce que vous avez ressenti que c'était intéressant pour l'entreprise? Alors, bien sûr, c'est intéressant, mais est-ce que ça fait embaucher, on va dire? Alors, je pense que ça a permis peut-être d'avoir effectivement un regard différent. Et quelque part, une entreprise, effectivement, très peu sont philanthropes. Un alternant qui est absent de l'entreprise 3 jours ou 1 semaine, tous les 15 jours, ou enfin en tout cas qui a un nombre d'heures conséquent en formation, contrairement à un salarié qui va être là, nous, c'est 39 heures, le delta financier, quelque part, était faible. Et que valait-il mieux? Un temps plein rémunéré à 100%, mais présent à 100% dans l'entreprise, ou un alternant de plus de 25 ans jusqu'à 30 ans, c'était le cas de notre dernier alternant, qui lui est à 100% du SMIC, tout en étant absent de l'entreprise. Donc après, il y a des notions d'équilibre, et c'est clair que je pense que pour beaucoup, cette prime a permis d'aplanir cette difficulté financière.
Voilà. Et d'équilibrer un peu les comptes. Et puis peut-être d'ouvrir d'autres postes en complément. Puisqu'un apprenti n'est pas un salarié seul, il est accompagné. Donc on a effectivement, nous en hôtellerie, derrière le desk, on a du personnel supplémentaire et ça aide également le salarié permanent. Oui, merci. Ça me fait penser ça au maître d'apprentissage, parce que derrière ces alternants, on doit peut-être aussi former, nous, les entreprises, du personnel, entre guillemets, d'encadrement, non? Il y a des petits stages. Notre chef de réception a fait une petite formation. Bon, moi, je l'avais fait il y a déjà quelques temps par d'autres activités, mais effectivement, ça permet également de tirer tout le monde vers le haut parce que tout le monde participe. Bien, à l'accueil, on est beaucoup d'entreprises maintenant à mettre un parrain ou une marraine en place quand on accueille un alternant. Il y a une multitude d'éléments qui viennent conforter l'arrivée de ces jeunes. Et c'est vrai que c'est un vrai départ et un enrichissement pour tous. Parce qu'il se révèle aussi. Celui qui est là, qui connaît le métier, il se rend compte qu'il doit le redistribuer à son tour à quelqu'un qui arrive. Et ça le met en avant, ça lui permet aussi de demander des formations complémentaires. C'est une chaîne vertueuse en fait. Waouh! Mais si avec ça on n'aime pas l'apprentissage, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour les maîtres d'apprentissage, vous pensez la même chose? Pas trop de difficultés? Je dirais juste déjà, si c'est la question, un maître d'apprentissage est formé. Il y a des formations tuteurs. Donc déjà, effectivement, il est formé à cette mission-là. Si la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'un maître d'apprentissage ou un tuteur idéal, c'est celui qui aime son métier. C'est celui qui va prendre le temps et donc du coup derrière la pédagogie d'apprendre son métier, mais avant tout celui qui aussi est en capacité d'apprendre de l'autre. Parce qu'un alternant, un jeune qui rentre dans l'entreprise va apprendre parce qu'il a un regard différent, il a un passé différent. Donc du coup c'est un échange humain. Oui, et voilà, je dirais, si on aime son métier, on aime le faire passer cette passion, je dirais, à l'autre. Donc du coup non. Là-dessus, comme toute intégration, je dirais, il y a des formations. Moi, je voudrais compléter sur la notion de la question est-ce que c'est difficile le temps entreprise-formation? Je dirais que tout dépend des formations, les rythmes dépendent des CFA, les rythmes dépendent du niveau aussi. Mais je dirais aussi que tout le monde n'est pas fait pour de l'alternance. On est en train de dire l'alternance c'est merveilleux et c'est mon job, donc forcément je le pense, mais tout le monde n'est pas fait pour faire de l'alternance parce qu'effectivement c'est difficile, parce qu'on concilie entreprise et formation. Mais par contre c'est magique, c'est toujours ma baguette, c'est qu'on gagne du temps. Quelqu'un qui fait un CAP en alternance, il gagne du temps parce qu'il est en train de faire son CAP en un an. Et il est en train en même temps de dégager un an d'expérience professionnelle. Ça veut dire que sur le marché du travail, il vient de faire deux choses en un. Sur le marché professionnel, il arrive avec un an d'expérience professionnelle. Donc du coup, c'est quelqu'un qui vous disiez la notion de valorisation du travail, de l'effort, etc. tout à l'heure. C'est aussi des alternants, ils sont investis aussi de cette mission-là. Ils gagnent du temps. Moi, je vous rejoins. Si à mon époque, j'avais pu faire de l'alternance, j'en aurais fait parce que si on fait et en plus, on peut faire de la formation du CAP à Bac plus 5, Bac plus 6 aujourd'hui, c'est aussi très très large. On fait de la formation, même si c'est du Bac à Bac plus 4 ans d'alternance, on a 4 ans d'expérience professionnelle. Donc en termes d'employabilité, mais c'est juste magique. Et sur les valeurs, sur le code du salarié, sur l'apprentissage tout court, tous les centres de formation, quel que soit le rythme, c'est aussi en fonction de la mission. Tu peux le dire peut-être Antoine, sur électricien, c'est peut-être moins difficile que d'être absent, entre guillemets, mais on a aussi des formations où il y a des alternants qui sont absents par semaine, et ça fonctionne. Oui, c'est vrai que moi, par rapport à mon format de formation, je suis absent une semaine dans le mois, jusqu'à 2 semaines, et c'est vrai que ça joue beaucoup. Parce qu'on va avoir une relation différente avec notre tuteur. On va être plus lié à notre maître d'apprentissage qu'on va avoir au sein du CFA ou du lycée professionnel. Merci. Alors, dans le plan Un jeune, une solution, on parle des entreprises qui s'engagent pour les jeunes. En quoi cela consiste-t-il?
Alors, je pense de manière plus générale, on peut élargir sur ce qu'est une entreprise qui est inclusive. Donc les entreprises inclusives, c'est une autre démarche qui est encouragée par le gouvernement, la démarche des entreprises s'engage. C'est les entreprises qui vont élargir leur panel de recrutement sur des profils sur lesquels ils ne seraient pas forcément dirigés initialement. Donc en direction des jeunes, il y a plusieurs actions qui peuvent matérialiser cet engagement en faveur des jeunes. Ça peut aller, par exemple, d'aller prendre en stage, des stages de troisième, des jeunes qui viennent de QPV, de quartier prioritaire de la ville. Ça peut être une démarche qui témoigne de l'engagement de l'entreprise pour les jeunes. Ça peut être également ce qu'on évoquait précédemment, donc faire venir des jeunes en immersion en entreprise via la PMSMP. Donc parfois, effectivement, avec des jeunes qui ont des profils qui sont très éloignés de l'emploi sur lequel ils vont faire une immersion. Donc ça, c'est des exemples d'engagement d'entreprise. Et après, l'engagement au maximum, c'est aller embaucher un jeune sur un CDI. Là, c'est une démarche d'engagement qui est finalisée. C'est-à-dire qu'on a pu passer de l'un à l'autre, faire du stage, faire une immersion et ensuite une embauche sur un contrat long. Merci. Ben, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être si vous voulez, est-ce qu'il y a un autre point que vous souhaiteriez aborder peut-être? On en profite, l'État est là. Alors, sans parler forcément de l'État, mais c'est aussi un dispositif intéressant que peut-être certains ne connaissent pas. À côté de Eva, dans le même cursus, nous avons un jeune qui était déjà en CDI dans l'entreprise et qui, via Transition Pro, donc c'est un autre dispositif, c'est un autre montage de dossier qui demande peut-être un peu plus d'efforts aux jeunes. Il a également abordé donc cette formation RETHR, responsable d'établissement hôtelier. Donc il y a effectivement l'apprentissage, mais il y a aussi des solutions pour des jeunes qui sont déjà en entreprise et qui ne savent peut-être pas par quels moyens accéder plus rapidement à d'autres compétences et d'autres connaissances. Et donc ce système de transition pro est aussi un levier de mise en avant et permet, tout en étant toujours salarié de l'entreprise, il n'y a rien qui change, d'acquérir d'autres compétences. À la fin de cette année, soit le jeune va avoir un poste supérieur dans l'établissement où il travaille, soit il va peut-être souhaiter changer d'employeur. Ça, on le sait, on le valide, hein, l'entreprise en discute et est partie prenante dans Transition Pro également. Donc, ce n'est pas uniquement sur des profils peut-être difficiles. Et tout à l'heure, quelqu'un posait la question, le changement de filière. Là, il n'y a pas forcément un changement de filière, mais il y a un changement d'évolution dans une carrière ou d'apprentissage nouveau. Là, le jeune en question était notre responsable du service petit déjeuner. Et bien aujourd'hui, il suit cette formation RETHR pour accéder, peut-être plus rapidement que par un système logique d'évolution, à un poste d'assistant de direction, voire de directeur d'une unité plus petite, selon son choix, ou créer sa propre chambre d'hôte, ou créer son propre établissement hôtelier. Voilà. Il y a effectivement en France une multitude de solutions, et ça je pense qu'il est important aussi de le souligner. Et bon, on est tous là pour valoriser le travail en général, hein. Je pense que ça aussi c'est important. Et cette valorisation du travail, eh bien, aujourd'hui, l'État, les entreprises, les jeunes, c'est l'assemblage, hein, c'est un beau Lego, hein, de tout ça qui fait que on va y arriver. On construit. On construit, oui. J'espère que ce webinaire, finalement, a permis à des jeunes qui nous écouteraient d'ouvrir des perspectives, l'apprentissage, on peut y aller. À nos chefs d'entreprise, des réponses. Si vous manque des réponses, vous pouvez nous écrire et vous allez voir par magie, on va vous donner l'adresse, de manière à pouvoir répondre après le webinaire à vos questions éventuelles qu'on pourrait transmettre bien entendu aux spécialistes sur le plateau. Monsieur le secrétaire général, si vous voulez conclure, moi j'ai l'impression que un jeune, une solution, ça fonctionne. Alors, en conclusion, déjà remercier tout le monde. Franchement, c'était vraiment très utile de pouvoir vous avoir ce soir
à nos côtés pour discuter, pour montrer que ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas systématiquement, mais en tout cas, les dispositifs sont là. Et voilà. Alors souvent en conclusion, on attend de celui qui conclut quelque chose d'intelligent, donc je vais essayer de réfléchir à ce que je vais dire. Juste dire que le rôle des employeurs est aussi un peu celui de l'éducateur dans le monde de l'apprentissage, etc. Parce qu'on a quelquefois des jeunes qui ont besoin d'être guidés, d'avoir ce guide qui va apprendre un métier et donner envie aux jeunes par le biais de l'apprentissage. Voilà. Et c'est souvent le sens étymologique d'éduquer et éducation qui vient d'ex-ducere, qui veut dire se libérer du guide. Et tout le travail de ces éducateurs, de ces gens qui vont accompagner les jeunes dans la découverte d'un métier, dans le goût du travail, dans le goût de bien faire les choses, et ben c'est un vrai rôle important que les dispositifs Un jeune, une solution prônent, valorisent, et qui permettent de grandir, qui permettent d'avoir cette capacité d'avoir un libre arbitre, de choisir son métier, de choisir sa formation et sa vie. Et je crois que, alors cette éducation, on l'a familiale, on l'a avec l'enseignement classique, etc. Mais on l'a aussi à certaines étapes de la vie professionnelle. Et on l'a grâce quelquefois à des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience et qui vous donnent ce goût du travail bien fait et du métier qui va vous animer et faire en sorte que votre famille et vous-même, vous êtes fiers de vous. Donc je crois que c'est un vrai message qui s'inscrit dans le temps, qui existe depuis toujours et qui rejaillit aujourd'hui parce qu'on en a besoin. Et grâce à ces dispositifs Un jeune, une solution, je crois que justement on a des solutions qui s'offrent aux jeunes et aux employeurs pour aller de l'avant. Voilà. Vous avez gagné votre pari. Merci beaucoup. Le président Barbin, président de la Chambre de commerce, vous remercie. Remerciez, si vous voulez bien aussi, remercier le préfet des efforts que vous faites. Nous y sommes, nous, chefs d'entreprise et les représentants des chefs d'entreprise, particulièrement sensibles. Et vous avez remercié les gens sur le plateau. On peut remercier peut-être aussi la technique, ceux qui sont derrière. Un grand merci à la technique. Oui. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.